Stéphane pour cette conférence passionnante et vraiment très instructive, je trouve, sur les capacités de résilience dans ce pays et puis vraiment qui donne beaucoup à penser par rapport à Ouagadougou. On peut prendre un certain nombre de questions. Je vais me saisir d'un micro. Moi, je voudrais juste savoir si vous avez la réponse, savoir ce que votent les gens à l'heure actuelle à Belgique. Oh, c'est assez variable. Dans les années 90, ils avaient une mairesse socialiste qui ne s'intéressait pas du tout aux ruines. Elle disait, si j'ai de l'argent, c'est pour faire des piscines et des... Voilà. Quand je lui parlais des ruines, je lui disais, tu sais, tu es quand même un peu assis sur un trésor, là, si tu organiserais tout ça. Oui, là, vous avez vu, depuis 2014, il y a un petit peu de tourisme. Voilà. Alors, voilà, voilà, en général, curieusement, les gens de gauche à Belchite, ça ne les intéresse pas du tout, les ruines. Parce qu'ils les assimilent au franquisme. Ils disent, non, bah ça, mieux vaut que ça s'effondre à la limite. Comme ça, on se débarrasse vraiment du mythe franquiste. Et en ce moment-là, vous le connaissez, depuis 2014, c'est Carmelo, lui, il est du PP, il est de droite, il est de Parti populaire. Et souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait combien le Parti populaire en Espagne a systématiquement empêché toutes les exhumations, toutes les initiatives pour la récupération de la mémoire historique, etc. Au niveau du Parlement, ça a été vraiment une fin de non-recevoir absolue. Ben, vous voyez, au niveau local, c'est lui qui a compris qu'on pouvait tirer quelque chose de Belchite. C'est très étrange, ça. Comme quoi, il faut toujours regarder les choses au ras du sol. C'est jamais donné. Mais voilà, c'est centre-gauche, centre-droit. Maintenant, il y aura des élections l'année prochaine, donc je pourrais vous en dire davantage. Je ne sais pas si Vox aura du succès en Aragon. C'est possible, hein, puisque le Front National en a à Oradour. Tout est possible. J'ai assommé les gens. Alors, je vais vous raconter quelque chose. La semaine dernière, j'étais à Belchite, donc voilà, et je disais à combien, là, vraiment, il reste vraiment plus rien. Et pourquoi? Parce que le gouvernement espagnol m'avait gentiment invité, ils sont en train de se réveiller, ils disent « Ah, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose de Belchite ». Et je disais « Mais il n'y a plus rien à faire, c'est beaucoup trop tard ». Donc voilà, donc là, ils vont mettre 7 millions d'euros pour faire des choses. Et alors, ils vont essayer de consolider ce qu'il y a, hein, parce que on peut quand même consolider l'église là-bas. Mais en vérité, voilà, bah, c'est trop tard. Il y a quelqu'un qui a dit oh, bah, on va reconstruire. Oh, bah, c'est peut-être pas une très bonne idée. Ça coûterait terriblement cher. Donc moi, ce que je me suis permis quand même de leur dire, je vous le livre, je ne sais pas si j'ai raison, mais puisqu'ils me demandaient mon avis, j'aurais dit écoutez, bon, le vieux village, je crois que c'est manifestement un peu raté, mais finalement, bah, cet abandon, ça a du sens. C'est l'histoire de l'Espagne, c'est l'histoire de son rapport à la guerre civile. Donc, ne pas le nier, il faut l'assumer. Voilà, oui, évidemment, vous avez oublié ou mis sous le boisseau tout ça pendant des années. Il faut l'assumer. Puis par ailleurs, j'aurais dit, ben, moi, si vous voulez, je vais vous faire visiter Roussia, je vais vous faire visiter le camp de travail, je vais vous faire visiter les fosses communes, et là, vous pourriez mettre de l'argent. Parce que Roussia, pas très compliqué de le maintenir. Vous l'avez vu, c'est en relativement bon état. Donc maintenir ça, c'est raconter les autres histoires de Belchite et intégrer l'histoire des autres Belchitains, pas simplement des franquistes. Et comme ça, vous sortirez de cette espèce de carcan dont vous ne savez pas faire grand-chose, vous intégrerez les autres histoires, et ce n'est pas la peine de les résorber pour en faire un seul récit. Une mémoire démocratique, c'est une mémoire plurielle, c'est une mémoire dissonante, c'est une mémoire contradictoire, et on l'assume comme telle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, simplement, quand vous évoquiez tout à l'heure différents aspects de cette histoire qui est compliquée, et que
visité Belchite, quelle information peut-on donner sur Belchite? Est-ce qu'il y a quand même des guides qui peuvent expliquer? Et si j'ai bien compris ce que vous avez dit, a priori, ce n'est pas le cas. Autrement dit, on va là-bas, si on y va dans l'idée que c'est les républicains qui ont tout cassé, on part en disant qu'est-ce qu'ils ont cassé comme chose. Si on y va en disant que c'est une bagarre entre les républicains et les fascistes qui ont conduit à ça, ça c'est déjà pour des gens qui sont beaucoup plus documentés. Autrement dit, il n'y a aucune dimension pédagogique, c'est pas bien nous, enfin, qui explique à des citoyens comment on doit comprendre un petit peu ce qui reste et s'il y a pu conduire à cette situation-là. Actuellement, si je ne compris là-bas, c'est pas là-bas qu'on va trouver beaucoup d'explications. Non. Enfin, là, il y a quand même des guides. Hein. Maintenant, il y a des guides. Il faut analyser leur discours. Hein. C'est assez amusant. Alors, leur discours, aujourd'hui, les guides, c'est globalement, mais ça, c'est le discours de tous les Espagnols. Mais de toute façon, c'est un discours qu'on trouve dans toutes les sociétés occidentales, c'est de dire que tout le monde a été victime de la guerre. Voilà. Donc, on est passé d'un régime, d'un récit franquiste qui était un récit militaire et héroïque, à un récit qui ne s'occupe que des civils et qui les pleure parce que ce sont toutes des victimes. Voilà. C'est pour ça que les psychophonies, c'est des cris d'enfants, évidemment. Victime par excellence. Hein. C'est la figure paradigmatique de la victime. Ou des cris de femmes. Donc, ce que racontent les guides, c'est que, en fait, les Belchitains, ils ont été victimes du franquisme. Alors que 80% du budget consacré à la reconstruction dans la région a été consacré au village, donc c'est quand même un petit peu difficile à avaler. Ils ont quand même eu un très beau village, que les autres villages d'à côté, tout aussi détruits, n'ont absolument pas eu. Il y a bien d'ailleurs des villages qui sont un peu pleins de rancœur contre Belchite autour. Donc en fait, ils ont été très favorisés par ce régime. Mais aujourd'hui, ils se présentent comme des victimes du régime. Ce qui est extrêmement paradoxal quand on connaît les faits historiques. Et qu'est-ce qu'ils disent? Leur discours, c'est de dire oui, bien sûr, Franco nous a donné des nouvelles maisons. Mais nous, et là, c'est vrai, ils ont un peu raison, on n'a pas choisi de se déplacer. Nous, on voulait reconstruire sur nos maisons. C'est ça qu'on voulait faire. Et c'est la dictature qui nous a obligés à reconstruire à côté. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, leur traumatisme à eux, c'est la guerre, bien sûr, pour les plus anciens, mais c'est surtout le traumatisme du déplacement. En fait, ils n'ont jamais accepté de ne pas revivre là où leurs ancêtres vivaient. C'est ce que j'appellerais... C'est pas vraiment le traumatisme de la guerre, vous voyez ? Bon, donc il y a donc ce discours victimaire, tout le monde est victime, la guerre est méchante et Belchite est le symbole, voilà, le discours, si vous voulez, ça dépend des époques, mais à une époque on me disait Belchite c'est le Sarajevo, voilà, enfin, aujourd'hui on dirait c'est le Mariupol de l'Espagne, enfin vous voyez, voilà, on est tous victimes de la guerre qui est un fait dont on n'est pas responsable, comme si la guerre civile n'avait pas été politisée. Comme si les Espagnols qui s'enrôlaient d'un côté ou de l'autre ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Bon, oui et non. Certains ont été enrôlés de force, naturellement, mais enfin, il y avait aussi des militants. Il y avait de la politique à l'époque. Aujourd'hui, tout a disparu. Totalement dépolitisé. Il n'y a que des victimes. C'est pratique comme lecture. Ça permet d'englober tout le monde et de réconcilier des gens qui, politiquement, en fait, n'étaient pas exactement d'accord. Mais sinon, là c'est quand même un effort, cette visite. C'est quand même bien qu'il y ait une visite, qu'il y ait au moins des guides qui disent des choses. C'est très, 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 très important. Et vous le savez combien Oradour, de voir ces foules se balader dans les ruines en pensant qu'il y a eu un bombardement, c'est effrayant. Il faut expliquer. Alors par contre, excusez-moi, je suis très bavard. Il y a, alors c'est pas 8 jours, mais un peu plus longtemps, j'ai emmené de mes étudiants au fameux Valle de los Caídos. Vous voyez ce que c'est, le Valle de los Caídos? C'est l'immense monument franquiste qui est au nord de Madrid, avec une croix qui fait 140 mètres de haut. Alors là aussi, c'est un monument un petit peu embarrassant. Il y a quand même 33 000 corps dedans. Et puis jusqu'à très peu, jusqu'en 2019, il y avait même le corps de Franco qui finalement a été exhumé. Mais il y a le fondateur de la Phalange. Et bien là, moi j'ai été sidéré parce que la démocratie espagnole aujourd'hui, c'est on conserve, voilà, c'est un monument franquiste, c'est le plus grand monument fasciste d'Europe, on le conserve, mais on explique, ce qui me semble intéressant comme positionnement. Ils ne détruisent pas, on conserve, mais on explique. Donc moi j'arrive, je me dis, on va m'expliquer, pas un panneau, rien.
Rien. Donc ils sont incapables d'expliquer. Et si on n'explique pas, bah, c'est dramatique, parce que le visiteur fait des contresens énormes, ne comprend rien de ce qu'il voit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci. Oui. Au-delà de l'activité, je voulais vous interroger, vous demander votre sentiment, justement sur le Valier de los Caídos. Mais au-delà du Valier de los Caídos, votre sentiment, je ne suis pas en Espagne depuis 3 ans, est-ce que ce rapport, la société espagnole est-elle toujours fragmentée, y compris politiquement, sur ce rapport au passé? Je me souviens de toutes les polémiques qu'il y a eu quand le corps de Franco a été enlevé de la, entre guillemets, basilique du Valier de los Caídos, alors que, comme vous disiez, le corps de Primo de Rivera, il est encore absolument fascinant. Est-ce que c'est encore un grand sujet de débat? Là-bas aussi, il y a d'autres priorités. Oui. Dans l'Espagne d'aujourd'hui. Oui, c'est un grand sujet de débat. C'est quelque chose qui est sourd, mais qui est toujours là, toujours prêt à ressortir. Alors, c'est plus le conflit de la guerre civile, parce qu'aujourd'hui, le POUM, personne ne sait ce que c'est, naturellement. Mais c'est un conflit de mémoire. Voilà, c'est une guerre des mémoires qui sont entretenues dans les familles. Et oui, effectivement, il y a quand même deux visions très, très différentes qui continuent Et on pourrait croire que toutes les exhumations et la découverte des atrocités de la répression franquiste allaient faire bouger les lignes, et finalement, pas tellement. C'est ça qui est une chose assez étrange, c'est qu'il y a quand même une grosse moitié de l'opinion publique espagnole qui soit va minorer ces faits, soit les comparer à la répression républicaine, alors que c'est pas tout à fait comparable, puisque la répression franquiste est 3 fois plus importante. Donc voilà, il y a toujours ces tentatives, soit d'expliquer par exemple que la guerre civile, c'est pas vraiment les militaires qui l'ont déclenchée en juillet 1936, mais que la violence était présente avant, et que finalement c'est quand même la faute de la République. Enfin voilà, il y a plein de voies pour essayer de contourner l'obstacle et finalement le nier. On peut parler de forme de négationnisme. Oui, c'est toujours extrêmement vivant, bien sûr, et extrêmement polémique. Et d'ailleurs, arriveront-ils un jour à... Est-ce qu'on se remet des mémoires antagoniques d'une guerre civile? Pas du tout évident, hein. Regardez aux États-Unis, ça ressurgit maintenant. Je ne suis pas sûr que ça soit faisable, hein. Alors évidemment, la démocratie continue sans cesse à tenir un discours qui est celui de la réconciliation et de la réparation, mais c'est un discours relativement, quand même, assez fragile, hein. Pas les choses comme vous avez pu les analyser, mais qui se posent des questions par rapport à la complexité, cette juxtaposition des villages, ce camp, la construction du nouveau village par des prisonniers de diverses origines politiques, etc. Personne qui ait une vision un petit peu plus large que justement quelque chose d'assez schématique. On nous a chassés de chez nous, etc. Pas tellement. Non, un petit peu quand même. Pas tellement. Mais un petit peu tout de même, parce que évidemment, dans un village comme celui-ci, tout le monde ne porte pas la mémoire de la collectivité. C'est certains individus qui la portent. Ils ne sont pas si nombreux que ça, en fait. Ils sont 4 ou 5. Donc moi, j'ai mis du temps. C'est pour ça que j'ai voulu vivre avec eux, pour repérer qui avait un discours articulé sur ce qui s'était passé, qui était capable de me dire quelque chose d'articulé. Alors, il y avait 4 personnes. Il y avait ce monsieur qui prend les photos, là, que je vous ai montré, et qui les juxtapose. Il y avait un monsieur qui s'était auto-intitulé guide. Pourtant, c'est un garagiste, c'est pas son métier, mais voilà. Il y avait un romancier et il y avait un photographe. Alors lui, il raconte en faisant des photos aussi. Et voilà, donc je me suis beaucoup intéressé à leur discours, parce que je pensais trouver ce que vous dites. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait un discours alternatif? Ben non. Et pourtant, celui qui s'est auto-intitulé guide, il habite dans les bâtiments du camp de concentration. Mais il a fallu des années pour qu'il me le dise. Alors c'est aussi un problème de rapport de confiance, hein, mais
Non, moi ce qui m'a frappé, c'est que ces gens sont finalement pris hein, dans le grand narratif franquiste. Ils ont énormément de mal à en sortir. Alors moi j'en ai au Raduno, que je sais être nombreux dans la salle. Vous qui avez visité Belchite, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je ne sais pas, quand vous avez visité le village il y a peu? Vous m'avez dit il y a 4 ans, c'est ça? La dernière fois, il y a 3 ans. Tu y étais, Benoît? Oui, excusez-moi. Du coup, je vais donner mon ressenti des 2 visites que j'y ai faites. La première, c'était en 2017 et la deuxième en 2019. Tout ce que tu as décrit, Stéphane, c'est exactement ce que moi j'ai ressenti. Un malaise vis-à-vis de ce village, où on n'arrive pas à avoir vraiment une véritable explication de ce qu'on y découvre, en fait. On comprend bien qu'un camp a pris, un autre camp a repris. C'est assez vague les explications qu'on donne. Oui, les gens continuent à y vivre pendant un certain temps. En fait, on sent vraiment ce malaise encore dans la mentalité espagnole, je dirais. Après, ce qui m'a marqué, c'est un petit peu ce que tu m'avais essayé de montrer dans la reconstruction du village. Effectivement, c'est une reconstruction tout en symbole. Oradour est une reconstruction en symbole également, avec une volonté de l'État d'accueillir des délégations derrière, on le sent dans la façon dont est faite la mairie, mais aussi pour ce qui est de l'école, on veut une grande école pour montrer que la jeunesse survivra, etc. Et en fait, à Belchite, c'est exactement ça. Tout ce quartier où est la mairie est reconstitué, enfin est reconstruit avec, on a l'impression que c'est pour une ville de 1000 habitants. Il y a une grande salle, on a été accueillis, on a fait un repas dans une grande salle souterraine. On aurait des espaces comme ça à Oradour, on serait vraiment heureux de les avoir. Et je pense que il y a un théâtre, enfin, il y a un tas de bâtiments reconstruits, c'est vraiment très très surprenant. Et cette proximité, ces 2 villages qui se tournent le dos finalement, alors à la différence près par rapport à l'autre, c'est effectivement l'autre, le vieux domine le nouveau, pose forcément des difficultés, et tous ces espaces effectivement qui sont autour ne nous ont pas été montrés, aussi bien les fosses communes que le camp, etc. Donc je crois qu'ils sont prêts à se confronter un petit peu au tourisme, mais je ne suis pas certain qu'on développe encore un tourisme mémoriel comme on peut l'avoir construit chez nous. Tout au moins, en tout cas, c'est le tourisme d'une mémoire pour l'instant. Par rapport à ce que tu dis, Benoît, le rapport aux ruines est complètement différent aussi entre les habitants à Oradour et à Belchite. À Belchite, nous, on avait été invités pour la première fête de la paix qui avait eu lieu le 1er septembre 2018, peut-être. Et on avait été assez surpris de cette commémoration qui, nous, à Oradour, c'est beaucoup plus sanctuarisé, beaucoup plus, je sais pas, elle a expliqué, à Belchite, il y a quand même eu un concert, mais c'était vraiment très festif. Et donc, du coup, nous, ça nous a interpellés. Après, par contre, il y a quand même eu tout un travail de pédagogie, ça a été expliqué aux gens et montrer leur vision des choses pour expliquer ce spectacle. Mais c'est vrai qu'auquel nous, ça nous a déstabilisés, ça nous a surpris.
Et donc le rapport, après ce qu'ils essayent d'en faire, effectivement, ils essayent de l'exploiter vraiment beaucoup au niveau touristique, et je pense qu'en ça, ils vont vraiment développer, et je pense que, a priori, après ce qu'on nous dit, il y a des retombées très positives sur Belchite, mais effectivement, c'est plus un investissement touristique pour avoir des retombées économiques, etc., que mémoriel, ça c'est sûr. Et vous vous attendiez à une commémoration comme le 10 juin, hein, dans quelque chose qui soit de l'ordre du recueillement? Oui. Vous êtes en Espagne aussi quand même, si on ne fait pas la fête en Espagne, c'est la fin du monde. Ouais. Complètement différent. Mais après, la population avait pas mal réagi. Il y a une dame âgée qui disait, je me rappelle, devant l'église Saint-Martin de Tours, et j'avais trouvé ça, effectivement, je dis, oui, voilà, ça m'avait... Elle avait dit, on a tellement pleuré sur cette place, il fait bon y vivre et y sourire aujourd'hui. Et effectivement, j'ai dit, ben oui, effectivement, cette vision-là n'est pas du tout la même que la nôtre, mais je l'ai trouvée très très jolie. Voilà, donc... Ben, merci de vos témoignages. Ah, pardon. Alors, je ne viens pas d'Orateur, je ne suis jamais allée à Belchite, je prends quand même la parole. Dans votre exposé, j'ai l'impression qu'à Belchite, on est plus sur en fait un discours qui mettrait en avant la paix, à la différence de Oradour, où on est plus carrément dans un devoir de mémoire. Pour moi, la fête de la paix n'est pas la même chose que la fête de la mémoire. C'est-à-dire que fêter la paix peut induire une notion d'oubli. D'ailleurs, on sait qu'en Espagne, on a eu quand même le pacte de l'oubli qui a voulu, qui s'est donné comme objectif vraisemblablement de réconcilier les peuples opposés, les frères ennemis. Voilà, vous me donnez l'impression que peut-être deux chemins différents ont été empruntés en fait, entre Oradour et Belchite. Oui, vous avez tout à fait raison. Surtout que ce projet de paix, là, Belchite por la Paz, qui apparaît dans les années 90, il faut le remettre aussi dans son contexte. C'est à l'époque inauguré le musée de la paix à Guernica, le mémorial de Caen, le CMO. Il y a une grande vague l'Europe se couvre de centres de mémoriaux, de centres d'interprétation, de trucs comme ça. Et la paix est partout, à Caen, par exemple, au mémorial de Caen, partout. Et c'est pas étonnant qu'à Caen, parce qu'à Caen c'est compliqué aussi de parler de la guerre, quand c'est ceux qui vous libèrent, qui vous tuent et qui vous bombardent. C'est pas complètement évident. Les Normands, ils ont un rapport un peu torturé à leur mémoire aussi, même s'ils ne le disent pas toujours. Et donc la paix, ça sert à quoi ? La paix, ça mange pas de pain. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Personne n'est contre la planète, et à part M. Poutine, personne n'est contre la paix. Donc voilà, ça mange pas de pain. Vous rassemblez tout le monde avec un discours sur la paix. Ça permet d'éviter de poser les véritables questions, qui sont les questions des responsabilités criminelles. Et c'est pour ça que ce discours sur la paix plaît tellement en Espagne. Il permet d'éviter de sursumer, d'euphémiser les conflits et de poser la véritable question, qui est celle de la criminalisation du régime et de sa responsabilité dans la mort de centaines de milliers de gens. Donc les Espagnols sont très forts au sport de la paix. Et à Guernica, évidemment, la paix sur tous les tons. C'est un pays qui a été complètement meurtri par 30 ans de terrorisme. Donc là, je partage tout à fait votre analyse. Alors là où je la partage un petit peu moins, c'est lorsque vous avez utilisé la notion de pacte d'oubli. Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu de pacte d'oubli. Les Espagnols, quand on connaît les Espagnols dans leur famille, personne n'a oublié. Dans les familles, les souvenirs sont tout à fait vifs et sont transmis, en particulier quand on a été évidemment républicain et victime de la dictature. L'éducation, par exemple, est-ce que dans l'éducation, il y a une place
qui a été faite, justement, l'enseignement de la guerre civile et tout ça. Oui. Après le pacte de Louis, voilà, Ouais. est-ce que réellement on n'a pas essayé quand même de mettre sous le tapis un certain nombre de choses, Oui. Et notamment à destination de la jeunesse, et ce qui fait que peut-être à l'heure actuelle, ouais. Alors, une génération peut-être été un peu... c'est un problème, vous avez raison, c'est un problème de génération. Parce que ce qui s'est passé pendant la transition démocratique dans les années 70 et 80, c'est eu un pacte. Effectivement, en fait, ce pacte, il a été signé dès la fin des années 50. Et ce pacte, c'est pas un pacte d'oubli, c'est un pacte de silence. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on décide de ne pas en parler parce que ça nous divise et que le plus important, c'est de construire ensemble l'Espagne. C'est un pacte qui est passé entre les fils des républicains et les fils du franquisme, qui sont pas du tout satisfaits de l'évolution du régime. Il y a des bidonvilles partout, une misère sociale hallucinante. Bon, donc c'est un pacte qui s'est fait, qui est un pacte, on n'en parle pas, mais ne pas en parler, ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Pas du tout. Pas du tout. Et ensuite, vous le savez bien, en 77, une fois que Franco est mort, on fait voter une fameuse loi d'amnistie, la loi d'octobre 77. Mais cette loi d'amnistie que tout le monde aujourd'hui lit comme une loi d'impunité, c'est pas du tout une loi d'impunité, c'était une loi précisément pour sceller le silence, exactement comme dans la Grèce ancienne. Alors, ça, c'est la génération des années 60-70, hein, c'est-à-dire pas ceux qui ont vécu la guerre, mais leurs enfants, et qui ont décidé de ne pas en parler pour construire l'Espagne de demain. Bon, très bien. Les enfants des enfants, les petits-enfants, eux, ont vécu dans le silence. Et eux, eh ben évidemment, c'est normal. Ils se disent « Ah, bah, c'est tout oublié ». Mais ils n'ont pas complètement tort. C'est une question d'interprétation. Si vous vivez dans le silence, vous avez l'impression qu'effectivement, il y a eu oubli. Ils accusent leurs parents d'avoir scellé un pacte d'oubli. Mais en vérité, ce n'était pas un pacte d'oubli. Mais ça l'est devenu d'une certaine manière. Lorsque les générations des nietos, hein, des petits-enfants, a grandi, et qui, eux, lorsqu'on a exhumé les premiers corps, ils sont tombés de leur chaise. On ne leur en avait jamais parlé. Mais tout ça, c'était totalement su. D'ailleurs, on sait parfaitement où elles sont, les fosses, quand on interroge les vieux du village. Tout le monde sait où c'est. Tout le monde sait qui a tué qui. Mais on n'en parlait pas. Point. Et puis les jeunes, à qui ont grandi dans ce silence, ben, tout d'un coup, ils découvrent que dans leur jardin, il y a une fosse commune. Et effectivement, il y a de quoi tomber de sa chaise. Et eux, ils disent, voilà, ben, on est né dans l'oubli. Mais c'est plus compliqué que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour ce qui est de l'éducation, bah oui, on en parle. Alors, il y a aussi un truc qui est un peu particulier en Espagne, alors qui n'existe beaucoup moins en France, c'est qu'en fait, la mémoire ne se résout pas tellement, les conflits de mémoire ne se résolvent pas tellement au niveau national, mais au niveau régional. Ce qui compte en Espagne, c'est pas tellement la nation, tout ça, personne n'y croit, c'est la région. Donc il y a des régions qui gèrent la mémoire plus ou moins bien. Par exemple, le Pays Basque et la Catalogne ont des modes de gestion de la mémoire qui n'ont rien à voir avec l'Andalousie, Madrid ou l'Extrémadure. Et ça, pour nous, Français, c'est difficile à comprendre parce que nous, on lit tout à un niveau national. Mais en Espagne, ce n'est pas le niveau national qui importe. C'est le niveau régional. C'est là où ça se joue. Et Belchite, c'est une région particulière. Voilà. C'est l'Aragon, une région qui a été coupée en deux pendant toute la guerre, donc a un mode de gestion un peu singulier, par rapport à la Catalogne, par exemple. Oui, donc moi, en tant qu'Espagnole, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit. Et donc, vous avez parlé de Belchite, et effectivement, les Espagnols, on connaît bien Belchite, mais ça reste un peu la légende. On sait ce qui s'est passé. On les voit surtout du côté franquiste, ils sont tous morts là, c'est, voilà, comme vous avez dit, la guerre a touché tout le monde. Et après, il y a la Casa de Toledo, dont vous avez parlé aussi, qui était tant petite. Alors, je ne vous raconte pas la mise en scène de General Moscardo qui sacrifie son fils, etc. Ah, oui. Et après, récemment, où ils ont fait le musée de la guerre ou de l'armée, je ne me rappelle plus. Mais ce qui me frappe, même si c'est pas la même chose, évidemment, parce que Belchite, c'est la ville, à Toledo, c'était juste l'Alcázar, mais c'est le récit de cette guerre et de ces morts, ces sacrifices, sur à Toledo, qui est encore tellement présent, et pour lequel il laisse beaucoup d'argent aussi.
Et à Belchite, qui, comme vous dites, il y a des ruines un peu par inertie, finalement, c'est pas non plus des ruines de la guerre. Est-ce que ça ne serait pas pour ne pas être non plus trop marqué par ces traumas, ces drames, finalement, qui n'ont pas fait ces choix, pour ne pas être, par exemple, c'est toute autre chose, et c'est toute autre chose en histoire aussi, mais comme Casas Viejas, à la Seconde République, quand on voit Casas Viejas, on parle que de ça. Et ça nous c'est un peu marre. Est-ce que ça ne serait pas pour ça aussi que quand vous voyez les gens du village, finalement, ils vous disent non, mais les ruines, c'est rien. Ils ne veulent pas être marqués par tout ça. C'est juste une idée. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est une remarque très juste, oui. Évidemment, ils sont pris dans cette histoire, elle est quand même extrêmement tragique. Hein. Ils cherchent à y échapper, oui, d'une certaine manière. Oui. C'est des formes de dénégation qui sont tout à fait compréhensibles et très humaines. Hein. C'est quand même très très difficile de vivre. Et l'Alcázar de Toledo, bah oui, là, bon, alors là, c'est... Mais de toute façon, on est toujours dans l'ordre de... La mémoire, c'est toujours dans l'ordre du légendaire. Hein. La vérité historique, tout le monde s'en fiche complètement. Hein. Donc le général Moscardo, reclus dans l'Alcázar de Tolède, bombardé pendant des dizaines de jours. Les républicains prennent son fils en otage, menacent de le tuer, et donc il a un coup de fil. C'est complètement faux tout ça. Il a un coup de fil et puis lui dit bah, mon fils. Ah ouais. Donc mon fils, je ne te sauverai pas, tu te sacrifies pour l'Espagne, et boum, enfin voilà, il raccroche. Bon. Et aujourd'hui, dans l'Alcázar de Tolède, vous arrivez dans un bureau complètement fake, tout ça est complètement, c'est un vrai décor de théâtre. Et oui, il y a des trous de balle, des machins, bon bref, et puis il y a le téléphone, vous décrochez le téléphone et on entend le général Moscardo qui dit à son fils, c'est complètement, on est vraiment dans c'est Disneyland, quoi. Ouais. Il y a toujours un risque de Disneylandisation, hein. Il existe à Belchite, il existe, j'espère pas trop à Oradour, mais ça existe. Et puis le tourisme, ça consomme, et puis ça consume aussi. Hein. Et il nous reste à remercier. Ben, merci à vous. Et à l'applaudir. Merci à vous.